Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 29 juin 2021. Vincent Gann, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons parler, comme chaque semaine, du cours du Bitcoin, ETH, BNB et cette semaine donc Solana. Vous l'avez choisi, quatrième crypto-monnaie qui sera passée en revue sur le plan graphique. Vous avez participé au traditionnel sondage, d'ailleurs déjà ouvert pour la prochaine vidéo. Au passage, petite parenthèse, la prochaine vidéo sera donc le mardi 13 juillet. La semaine prochaine sera une semaine de congé en ce qui me concerne. Alors, beaucoup de choses intéressantes à dire. Le cours du Bitcoin qui s'accroche aux 30 000 $, le bas du range qui peut-être construit un creux. Mais comme vous savez, il faut toujours dépasser, reprendre les 40-42 000 $. Mais des choses intéressantes se mettent en place. On va reprendre tous les charts. Mine de rien, ça fait 3 mois que le marché maintenant consolide, corrige, correction saine. D'ailleurs, correction saine que le marché action, lui, ne connaît pas. Alors, tout d'abord, on va commencer par une chronique d'introduction fondamentale. Je vais vous parler du mining, c'est le sujet du moment. Alors, les crypto-haters pensent que le mining étant maintenant concrètement réprimé en Chine, eh bien, envisage zéro sur le cours du Bitcoin. Mais vous allez voir qu'en fait, à plus long terme, c'est plutôt très intéressant ce qui se passe pour le mining du Bitcoin, qui, je vous le rappelle, était largement dépendant de la Chine. C'était quelque chose dans le genre des 2/3 de la puissance de calcul du hash rate qui était réalisé donc en Chine. Alors, la Chine ne met pas en prison, le gouvernement central ne met pas en prison les mineurs. C'est plus subtil, on leur coupe l'électricité. Mais donc effectivement, 2/3 de la puissance de calcul, du hash rate, vous savez, pour créer un bloc, il faut résoudre un algorithme de hachage, était en Chine. Et effectivement, c'est une situation compliquée car le cœur vivant de la blockchain Bitcoin se retrouve donc à la merci des lubies d'un pays. Et là, pour le coup, maintenant, ce ne sont pas que des mots, c'est du concret. Alors, au final, à plus long terme, je trouve que c'est beaucoup plus safe d'avoir une puissance de calcul hors d'un monopole d'un pays réparti dans le monde entier pour que cela échappe à l'emprise d'un seul gouvernement. Et finalement, rejoindre la philosophie profonde du BTC, la décentralisation. Donc au final, à long terme, c'est très bien de voir le début d'une meilleure répartition à travers le monde, mais ça va prendre du temps. Alors on va d'ailleurs reprendre l'état des lieux actuel de la puissance de calcul Bitcoin à travers le monde. Il y a une carte très intéressante sur ce sujet. Mais voilà, je pense qu'à long terme, c'est très bien si la Chine ne représente plus que 10 ou 15% de la puissance de calcul à long terme et que c'est réparti sur plusieurs pays et qu'aucun d'entre eux n'ait la possibilité d'appuyer sur un bouton et de couper le cœur vivant du Bitcoin. Donc, à plus long terme, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que les choses là se fassent rapidement, que les mineurs trouvent d'autres endroits. Les déplacements ont déjà commencé, mais cela va prendre du temps. Donc, le mining du Bitcoin, la Chine qui le réprime cette fois-ci concrètement, finalement, de mon point de vue, à long terme, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce que c'était énorme. Plus de 60% du mining qui était réalisé en Chine, 60%, finalement, à travers simplement un décret gouvernemental pour couper l'électricité aux fermes de mining, c'était le pouvoir absolu. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Alors, le contexte. Le contexte des marchés n'a pas changé. Les marchés actions toujours sur leur nouveau record annuel, pluriannuel, historique. Le Nasdaq, nouveau record historique. Rebond du dollar américain, toujours, depuis quelques semaines. Les taux d'intérêt globalement en attente. L'inflation retombe. Si vous prenez certaines matières premières, notamment aux États-Unis, qui s'étaient envolées parce que l'offre ne pouvait pas suivre la reprise de la demande, chute à nouveau. Je prends à nouveau l'exemple du cours du bois. Et donc l'inflation retombe et les banques centrales maintiennent pour le moment leur soutien. Alors même si elles vont commencer à réduire leurs achats d'actifs, en ce qui concerne le cycle des taux d'intérêt, celui-là reste pour le moment à zéro, tout en bas. Il n'y aura pas de retournement cette année.
Donc le contexte c'est ça, le marché action toujours tout en haut. Mais finalement, les cryptos ont eu leurs 3 mois de correction, sont revenus sur des prix beaucoup plus attractifs, et bon, c'était une période compliquée, mais cela pourrait être la base de quelque chose de concret pour relancer de manière, je dirais, pérenne le mouvement haussier. Alors, nous n'en sommes pas là, bien sûr, mais voilà, moi je trouve que ces 3 mois de correction-consolidation ont remis certaines choses en place. Maintenant, sur le plan fondamental, et on va passer au graphique, ça fait déjà 5 minutes, le risque, c'est justement ces choix réglementaires. Typiquement, le risque vital, structurel, d'infrastructure, c'est la capacité d'un pays, par exemple, à tout bloquer. Donc là, on le voit pour la Chine, c'était dangereux d'avoir plus des 2/3 du mining de BTC, de la puissance de calcul en Chine. Donc maintenant, ça va se répartir. Et finalement, la Chine va perdre là un levier important de contrôle, d'une certaine façon, de cette blockchain publique Star. Mais on voit que le risque, toujours le plus important, c'est le risque réglementaire, et si un jour, ça ce serait le signe noir, tous les pays importants se mettaient d'accord pour mettre un énorme stop réglementaire au marché des crypto-monnaies, là ce serait plus compliqué. Mais nous n'en sommes pas là, et au contraire, on voit bien que certains pays essayent de récupérer, justement d'attirer ces activités-là, si certaines d'entre elles quittent la Chine. Donc ça reste aussi une histoire de business. Voilà, bref. Donc ça c'était mon point de vue, je pense qu'à long terme c'est une bonne chose. Ok, alors on va passer aux illustrations si vous le voulez bien, puis après au graphique, hein, on regarde le concret, parce que là il y a des tentatives de dépassement de résistance, ça devient intéressant. Bon, pas non plus s'emballer, pas non plus crier victoire trop vite. Ah, décidément, je suis encore trompé d'écran, je suis désolé, je vais repasser ici. Ne crions pas victoire trop rapidement. Alors, je voulais vous montrer plusieurs choses. Tout d'abord, je vais vous montrer cette carte qui donc est carte proposée par l'université de Cambridge, de la répartition donc du hash rate, donc la répartition des fermes de mining de Bitcoin à travers le monde. Alors, la Chine est à part parce que la Chine c'est encore, même si là ça va commencer à se réduire, mais c'est encore plus de 50% du mining de BTC. Et c'est ça justement qui était un véritable handicap. Prenez d'autres pays. Prenons par exemple l'exemple des États-Unis. 7%. Moyenne donc du total de la puissance de calcul par mois. 7,24% les États-Unis. On peut prendre d'autres pays. On peut prendre la Russie, par exemple. Alors je vais monter, je ne sais pas si on peut avoir les datas. La Russie 6,90, le Kazakhstan 6,17. Bon, l'idée c'est qu'à long terme, c'est mieux d'avoir plein de pays entre 2-3% et 5-6% qu'un seul énorme pays à 60% et tous les autres avec des petits pourcentages. Donc la Chine, elle reste encore le géant, mais l'idée c'est que le monopole de la Chine disparaisse et que tout cela vienne se répartir à travers le monde. On peut prendre la France pour s'amuser, 0,18. Donc on sait qu'actuellement, les mouvements sont plutôt en direction des États-Unis, d'autres pays d'Asie aussi, qui attirent les mineurs qui quittent la Chine. Bref, voilà une carte intéressante qui va nous permettre de voir un peu l'évolution ces prochaines semaines, ces prochains mois, et les déplacements du hash rate, qui sont en fait concrètement déplacement de personnes et de leur matériel informatique, et ils vont chercher à s'installer là où l'électricité ne va pas leur coûter trop cher, pour résumer. Donc voilà une première carte intéressante. Alors maintenant, passons au tour d'horizon graphique habituel. Il se passe un début de quelque chose d'intéressant. Un début de quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette expression, me direz-vous? Alors, comment dire? L'étude du volume. Cela fait maintenant environ un bon mois que le marché défend âprement. Vous avez ici le cours du contrat futur Bitcoin en hebdo, la zone des 30 000 $. Alors les plus pessimistes y voient une énorme épaule tête-épaule dont l'objectif de cours sera à 0, bon, pas exagéré, mais c'est effectivement le niveau, le dernier, qui protège d'un retour à l'ex-ATH.
L'étude du volume depuis quelques semaines montre qu'ici, il y a une accumulation de positions longues. Alors il ne faut pas non plus exagérer, je m'explique, les données sont publiques aux États-Unis sur les contrats d'options et futurs Bitcoin. Si je prends l'exemple du CME par exemple, mais on peut trouver ces datas pour les autres exchanges. Il y a une remontée du solde net des positions institutionnelles. C'est-à-dire, ça reste négatif le solde net, il y a toujours plus de positions short que de positions long, mais une remontée du solde net qui tend vers zéro, et donc il y a certaines mains fortes qui accumulent sur la zone actuelle. Mais on n'en est pas encore à la phase de chasse au stop des vendeurs. Ça, ce sera si on dépasse 40-42 000. Mais donc ça, c'est une première chose intéressante, ça accumule. Maintenant, accumuler, c'est bien. Se stabiliser, c'est bien. Mais il faut valider un vrai retournement. Il y a maintenant plein de seuils techniques intéressants qu'on teste maintenant. Nous y sommes après ces 3 mois. Alors, déjà, effectivement, ça fait 3 mois. 3 mois maintenant, hein, je suis en mensuel, 3 bougies rouges, très bien. Depuis les 60 000. Bon, le scénario, hein, toujours à avoir en tête, si le marché brise les 30 000, c'est de retracer 38,2 en log de tout le mouvement haussier qui nous ramène à 20 000, c'est l'XATH. Alors, c'est 38,2, hein, je vous rappelle hein, que c'était le retracement qui avait été fait ici déjà. Le retracement donc, sur les 3200 $. Bon, ça reste le scénario. Mais pour le moment, ce scénario n'a pas cours parce qu'on s'accroche au support. Alors, plusieurs choses intéressantes. En hebdo, ici sur le contrat futur, la ligne de MACD est à 0. Elle y est enfin. Son croisement ici avait vraiment indiqué des choses intéressantes, tout comme la divergence du RSI. C'est fantastique l'association des deux, je trouve. Maintenant, la tendance, comment on définit la tendance avec la ligne de MACD? C'est son positionnement par rapport à 0. La ligne de MACD, c'est un différentiel de moyenne mobile. Si la ligne de MACD est au-dessus de 0, c'est que la moyenne mobile courte est au-dessus de la longue. C'est l'alignement traditionnel d'un marché haussier. Donc là, c'est un point décisif. La définition de la tendance selon cet indicateur de Gérard Rappel, me semble-t-il, de mémoire, c'est le positionnement par rapport à 0. Il faut là tenir 0, il faut rebondir. Donc c'est un support de MACD très important. L'indicateur technique RSI, puis c'est largement maintenant dégonflé, notez, hein, qui tient maintenant ce support. Bon, très bien, lui aussi maintenant il est revenu sur le support d'une certaine façon. Et donc les 30 000 tiennent toujours. Mais ça, c'est intéressant, c'est vraiment la semaine où il faut faire quelque chose. Hein. Sinon, c'est maintenant ou jamais qu'il faut réagir. Sinon, on ira à 20 000. Donc on s'accroche aux 30 000, on s'accroche toujours à cette fameuse trendline. Je repasse ici en journalier. Alors je suis en échelle arithmétique, c'est pour ça qu'elle passe ici. Si je passe en log, hein, on est toujours regardé en train de la défendre, mais je repasse en régulier pour qu'on voit un peu mieux. Et maintenant, regardez exactement ce qu'on teste en journalier. Ça, c'est vraiment très important. La Kijun journalière du système Ichimoku. C'est décisif. C'est fantastique parce qu'on bloque dessus, c'est la ligne de départ. On est comprimé, on la teste. Il y a toujours cette divergence haussière pré-récit en journalier. On dépasse ça, franchement. Je pense que la messe sera dite qu'on aura fait le point bas. On y est collé, regardez, en données 4 heures, en données horaires, la Kijun journalière du contrat futur BTC, je l'ai reporté ici. Kijun Sen journalière du contrat futur BTC, on est dessus. Alors, bon, c'est vrai qu'on tient le dernier rempart, toujours le même. Certains verront ici une épaule, tête épaule inversée, peu importe, c'est vraiment le niveau. Voilà, on y est. Alors là, on franchit ou pas. On dépasse cette Kijun, non seulement je pense qu'on remonte à 40-42 000, mais même je pense que le point bas sera fait. Mais là, c'est pas fait. Donc c'est vraiment une semaine importante avec en plus ces éléments-là. C'est maintenant ou jamais hein, qu'il faut transformer. Sinon, ça va être compliqué. Alors, cette Kijun journalière, faisons un peu de théorie, l'Ichimoku, le retournement de tendance, la définition de la tendance. Avec Ichimoku, la tendance, c'est bien sûr le nuage. C'est l'association Kijun-nuage. Le nuage définit la tendance. C'est la SSB, hein, qui est l'ultime rempart de la tendance. On brise la SSB, on change de tendance. La tendance s'inverse. Et la Greenspan confirme aussi. Actuellement, voilà ce que le marché teste. Là, Kijun-sen. Donc la moyenne arithmétique du plus bas sur les 26 dernières périodes. Brisé à la hausse la Kijun viendrait donner le premier signal fort de fin de correction. C'est pour ça que c'est important. Ensuite, si on veut vraiment renverser la tendance en journalier, la frontière, la vraie est ici, pour le système Ichimoku.
hein, c'est la SSB, c'est le haut du nuage. Voilà, ici on est passé en dessous, on est sous la Kijun, très bien. Et la Kijun, regardez, c'est vraiment ici elle a guidé toute la hausse, la Kijun, et lorsqu'on l'a brisée avec un gap, pullback, et on est en correction. Donc refranchir la Kijun serait vraiment un signal fort, tangible du système Ichimoku de fin de la correction. Mais c'est pas fait, il faut le faire en journalier. Et donc là, on y est vraiment collé, et c'est ce qui explique qu'on bloque sur ces 35 000, 35 500. Donc là, c'est vraiment percutant. Donc la divergence, la Kijun Sen. Alors si on dépasse la Kijun Sen, on remontera dans le haut du range, et là on fera face au nuage, donc ce sera compliqué, mais au moins il y aura quelque chose, un vrai signal tangible qui permettra d'écarter le retour à 20 000. Refranchir Kijun Sen journalière en daily, ça écarterait pour moi le scénario du retour à 20 000. Donc voilà où nous sommes. Donc voilà. Alors, retourner une tendance, c'est valider une figure d'inversion de tendance. Très bien, c'est une bonne chose, avec du volume. Il y a des éléments intéressants d'accumulation. Il y a même eu une sorte de bear trap le 22 juin en H1. On est revenu s'appuyer dessus, ça repart. Bon, maintenant, vous comprenez bien, voilà, j'ai reporté ici en H1 la Kijun Daily. On voit que ça continue de bloquer. Donc, c'est là où il faut vraiment que le marché s'active. Pour moi, on a la réponse ce début de semaine. On rejette sous la Kijun, c'est vraiment une mauvaise chose. On la dépasse, c'est forte probabilité de remonter dans le haut du range, mais même probablement davantage. Donc voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Test de ce décisif. Et maintenant, il faut que ça pousse pour accélérer davantage. Alors, ETH. ETH, eh bien, franchement, c'était, je dirais, une opportunité. La zone 1500-1800, l'ancien record historique, techniquement c'est propre. Il y a un super support de dominance ETH. Quelque chose pour moi se met en place, ça se relance. Moi j'y crois, vous savez, à long terme. J'estime que c'est vraiment là, si on croit au projet Ethereum à long terme, déploiement d'Ethereum 2.0, c'est vraiment quelque chose, une opportunité de long terme. Alors, première chose que je vous montre, premier élément, je vais arrêter avec le mot chose, première donnée de marché, hein, on va varier, c'est la dominance. Regardez ça comme c'est beau, support de dominance en journalier, SSB Ichimoku. C'est, voilà, je parlais à l'instant de ce qui définit la tendance en Ichimoku, l'ultime pivot, l'inversion, c'est la SSB. Rebond de la dominance ETH sur la SSB, pour moi la dominance reste haussière. On a des signaux techniques de relance à la hausse de la dominance ETH, c'est propre. Donc ça va surperformer, le marché crypto, ça va surperformer le BTC. Maintenant, en hebdo, ici, ETH-USD, c'est le pullback parfait sur l'ancien record historique, plus la fameuse trendline en log. Bon, là, c'est vraiment... Si le marché y croit à long terme, c'est la zone d'accumulation pour repartir. Briser cette zone, c'est terminé. Et pour l'instant, on s'y accroche. Je l'ai ici en hebdo, on la retrouve ici en journalier. Bon, il y a eu des... Regardez, toutes les mèches basses vers les 1500, l'ancien record historique, ça a accumulé. Très bien, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut transformer ça avec un dépassement de résistance. Et là aussi, nous retrouvons la Kijun Sen journalière et l'ancien canal. Vous voyez, l'ancien canal dont le marché serait sorti par le bas. Petite div au passage en journalière sur le RSI. Donc, ce niveau des 2300 $, hein, l'ancien canal Kijun, c'est la résistance à dépasser. C'est bien ce que fait le marché depuis une semaine, 2 semaines. On bataille, ça tient le support. Il y a une forme d'accumulation. Maintenant, il faut transformer ça par dépasser les résistances, valider un retournement de tendance, et après, potentiellement, le processus de chasse au stop des vendeurs, mais on n'y est pas du tout pour le moment. Ça reste ouvert. Mais quand même, des éléments se mettent en place. Donc moi, cette semaine, je mets ici en avant le système Ichimoku et une de ses composantes, Kijun Sen, notamment donc sur le contrat futur Bitcoin en journalier. Je surveille ça vraiment comme de l'huile sur le feu. Regardez, hein, c'était vraiment parfait. Donc, imaginons ce soir une belle clôture journalière, on dépasse, ce serait superbe, mais bon,
verra bien. Et sur ETH, c'est pareil. Et donc je pense que TH est dans cette phase de surperformance. Et c'est toujours une super zone d'accumulation, hein, 1500, 2000, hein, c'est la zone, si on croit au projet, c'est vraiment une belle zone d'accumulation à long terme. Maintenant, il faut transformer ça en réintégrant le canal, en dépassant Kijun-sen. Sinon, point de retournement de tendance validé par l'analyse technique, il y a. Alors le BNB, c'est un peu plus faible, je dirais. C'est un peu plus faible. Ça a longtemps surperformé. C'est un peu plus faible. Alors là aussi, on n'écarte pas le scénario le plus baissier, hein, l'épaule tête-épaule. On voit la pattern, ce serait la chute. La chute dans ce cas, ce serait la chute en direction des 100 $, hein, briser les récents plus bas, valider cette pattern, épaule tête-épaule, ce serait la chute. Donc, ça reste incertain. C'est une sorte de range. Pas de validation de figure de renversement baissier tant qu'on ne casse pas ce seuil, ce qui est la ligne de coup. Donc ça reste un range. Il y a une sous-performance quand même générale sur le BNB. Si c'est une épaule, tête-épaule, tête-épaule, eh bien, comment invalider Comment invalider ce scénario? Eh bien, c'est tout simplement de dépasser la hauteur de l'épaule droite. Et donc, ça nous renvoie quand même assez haut. Ça nous envoie en fait à la SSB, en Ichimoku ici. Le seuil, le vrai seuil pour invalider le scénario baissier, c'est redépasser 430 $. Ça fait haut. Pour le moment, c'est un range, un énorme range, hein, qu'on peut décrire ici. Mais je pense qu'on ne va pas attendre la hauteur de l'épaule droite. Je mets aussi en avant Kijun-sen journalière. Donc c'est vraiment l'élément technique que je mets en avant dans la vidéo du jour. Kijun-sen journalière sur le contrat futur Bitcoin sur ETH et ici sur le BND. Qui rejoint, donc en plus c'était ici un ratio 50% de retracement, ce serait un premier pré-signal intéressant, redépasser à la hausse les 320-325 $. Donc attention, ça reste compliqué, on ne peut pas écarter la figure de renversement baissière, mais la ligne de coup n'est pas brisée, donc elle n'est pas valide, et pour avoir un vrai signal, un premier vrai signal haussier tangible, en tout cas de fin de correction, ce serait à dépasser les 330 $. Mais au final, aujourd'hui, tout le monde n'a Dieu que pour les 35 500 du cours du BTC. C'est vraiment le guide, le leader. Et c'est vraiment là où on a besoin de voir une vraie séance d'accélération avec du volume. Tant qu'elle n'a pas lieu, eh bien, attention. Donc pour le BNB, c'est en attente, c'est un énorme range, rien de particulier à dire. Mais dépasser les 325, ce serait vraiment un premier signal. Bon. Alors Solana, où se cache-t-elle? Où se cache-t-il ce petit token? Il y a. Alors, là, pour moi, on a une construction haussière, une construction technique haussière. À gauche, en log, en hebdo, on voit bien les 4 temps de hausse. Premier temps, deuxième temps, une grande 3, nous sommes dans une 4 à long terme. C'est pour, je pense, un range de continuation haussière. Un range de continuation haussière qui peut durer pour le moment. Les indicateurs techniques weekly sont en phase de dégonflement. Alors en journalier, on retrouve ce range ici, une sorte de compression donc au-dessus des 20 $. C'est le bas du range. Maintenant, pour repartir vraiment boule, c'est quitter ce range et bien redépasser ici cet énorme plat de nuage, le niveau des 40 $. Donc bon, factuellement, le range 20-40 $, tout le monde peut le décrire. Maintenant, il y a quand même une configuration technique qui pour moi me semble haussière. Redépasser les 38-40, c'est vraiment le signal d'une accélération vers de nouveaux records historiques. Mais pour le moment, le marché n'y est pas. Donc un range en construction, moi mon point de vue, mais c'est subjectif, c'est un range de continuation haussière. Si le marché revient dans le bas de la compression, c'est une opportunité d'accumuler dans un scénario d'anticipation de dépassement de ce niveau. Mais factuellement, sous cette zone, eh bien, le marché reste dans cette tendance neutre. Mais honnêtement, c'est plutôt intéressant. Ça me plaît comme configuration en termes de tendance de fond. Et je pense que cela appelle encore une nouvelle jambe de hausse lorsque le marché aura quitté cette compression par le haut. Bon, voilà. C'est une vague 4 en fait.
donc classique hein, ici dans l'approche fractale, enfin dans la théorie des vagues d'Elliott. Voilà, alors ça fait 25 minutes que je raconte mes petites histoires techniques. Donc, pour résumer techniquement, des facteurs intéressants se mettent en place. Ça défend le support des 30 000, ça accumule. C'est pas non plus l'euphorie. 40-42 000 $, j'ai toujours défini cette zone comme la frontière technique pour relancer le bull run. Je pense même que dès le niveau des 35 500, qui est le June journalière, ce pivot technique que je viens de vous montrer, si en journalier, on arrive à redépasser cette zone des 35 500, en fait, les points hauts qu'on teste là, actuellement, ce mardi matin, on aura vraiment un vrai pré-signal de fin de correction et même, in fine, donc de sortie par le haut du range 30-42K. Mais là, c'est vraiment pas acquis. Donc, tous les jours, aujourd'hui, cette semaine, la clôture journalière est clé. Si elle se fait au-dessus des 35 500, eh bien, c'est un vrai signal bull. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc prudence, prudence. Le scénario d'un retour à l'ancien record historique garde encore en probabilité. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous ai fait passer un bon moment, que vous avez appris quelques éléments intéressants. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous nous retrouvons donc le mardi 13 juillet pour ma prochaine vidéo d'analyse technique chez Cryptost. Merci à tous, prenez soin de vous.